Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de SVT, cette fois-ci sur le thème suivant, la Terre, la vie et l'organisation du vivant. On va commencer par l'organisation fonctionnelle du vivant, c'est-à-dire sa structure, la structure cellulaire, qu'est-ce que l'ADN et bien sûr le concept de métabolisme cellulaire. On va aussi voir du coup la biodiversité ainsi que le résultat et l'étape de l'évolution. Donc d'abord définir le principe de biodiversité. On va voir aussi le concept de gènes, espèces et biodiversité intraspécifique, les mécanismes de l'évolution, la spéciation et les communications intraspécifiques. C'est parti. Jusqu'en troisième, on voit que la cellule, la composition d'une cellule est assez simple dans la mesure où en fait on n'a que un noyau, un cytoplasme et une membrane plasmique et occasionnellement des chloroplastes pour les cellules végétales. Mais à partir du lycée, tout cela se complique un peu puisqu'on remarque qu'il y a de nouveaux éléments. Donc pour la cellule végétale, on a toujours notre chloroplaste, notre noyau et notre cytoplasme, ainsi que notre membrane plasmique juste ici. Mais les nouvelles notions à retenir, ce sont les mitochondries et la matrice extracellulaire. Donc la matrice extracellulaire, en fait, c'est on va voir ce que c'est plus tard, mais c'est une paroi qui permet l'adhésion entre cellules. Ça facilite en tout cas l'adhésion entre chaque cellule. La mitochondrie, elle, est un organite, aussi on va voir ce que c'est plus tard. Elle permet en fait, c'est une petite cellule dans la cellule. Enfin, je dis cellule, c'est pas vraiment une cellule, mais c'est un élément cellulaire qui permet l'entretien de notre cellule. Donc, quant à la cellule animale, c'est beaucoup plus simple. Elle est composée d'un noyau, d'un cytoplasme et d'une membrane plasmique et aussi d'une mitochondrie. Donc, il n'y a pas de chloroplaste et il n'y a pas de matrice extracellulaire. C'est le principal qu'il faut retenir pour l'instant. Je vais définir quelques termes du cours. La cellule, c'est une unité de base des êtres vivants qui est constituée d'une membrane plasmique, d'une information génétique et d'un cytoplasme. Pourquoi est-ce qu'on dit information génétique et non noyau? Eh bien, parfois, il se peut que certaines cellules ne comportent pas de noyau, ça existe, et c'est pour ça qu'on reste général sur la notion d'information génétique. Quant au tissu, c'est un ensemble de cellules spécialisées et ayant une fonction commune. Donc on a des tissus animaux, des tissus d'animaux, etc., etc. Bref. Un organisme, c'est un élément cellulaire, comme je l'avais dit avant, qui est délimité par une membrane et assurant donc une fonction particulière. Par exemple, les chloroplastes, eux, produisent du dioxygène et assurent la photosynthèse. Mais les mitochondries aussi assurent ce qu'on appelle la respiration, c'est un phénomène aussi qu'on va voir. La matrice extracellulaire, c'est un ensemble de grosses molécules situées à l'extérieur de la cellule et qui facilitent les liaisons et l'adhérence entre cellules. Elle est principalement composée d'eau et du coup c'était ce que j'étais en train d'expliquer pour la cellule végétale. Alors, l'ADN. C'est le support de l'information génétique constitué d'une double hélice de nucléotides. Qu'est-ce qu'un nucléotide? Eh bien, un nucléotide, c'est le résultat de la formation de 3 molécules associées par des liaisons. Ces 3 molécules sont une base azotée, donc qui est composée d'adénine, de guanine, de cytosine et de thymine. Un sucre qu'on appelle le désoxyribose, d'où le nom acide désoxyribonucléique, qui veut dire ADN, et un groupement de phosphate qui est composé du coup de phosphate. L'enchaînement des nucléotides sur une chaîne constitue le message génétique. Donc ici j'ai un schéma pour un peu synthétiser ce que je viens de dire. Quelle est la composition exacte d'une ADN? En fait, une ADN, comme je l'avais dit, c'est composé d'une double hélice de nucléotides. Là, on a une première hélice et là, on a une deuxième hélice. On peut mieux le voir sur ce schéma-ci. Comme vous pouvez le voir ici, on a une hélice en bleu et une hélice en rouge. Et nos différents, du coup, notre base azotée qui est composée du coup d'adénine, thymine, cytosine et guanine. Ici, on peut le voir aussi dans le deuxième schéma. Comme vous pouvez le voir, on a 4 couleurs, le vert, le jaune, le orange et le bleu qui représentent les 4 différentes bases azotées. On a bien sûr du coup la désoxyribose qui est le sucre, je ne sais pas si c'est le ou la désoxyribose, je suis désolé, en D ici, et
Bien sûr, ce qu'on a à l'extérieur, ce sont le groupement de phosphates ici. Je voulais juste ajouter une dernière chose, c'était sur le principe d'universalité. En effet, chaque molécule d'ADN est fabriquée de façon identique. Dans chaque être vivant, on trouvera toujours une molécule d'ADN qui sera identique. Donc, c'est-à-dire que toutes les molécules sont identiques, sont toutes composées de bases azotées, de sucre et de groupements. Et la molécule d'ADN se trouve dans le noyau de chaque cellule d'un être vivant. Aussi, une dernière chose, l'adénine, qui est une du coup, base azotée, est toujours combinée avec une molécule de thymine. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment une molécule, un nucléotide de thymine. Et, et toujours un nucléotide de guanine sera toujours combiné avec un nucléotide de cytosine. Je ne sais pas si c'était très clair. Donc, on passe maintenant au métabolisme cellulaire. On va commencer par certaines définitions. Le métabolisme, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble des transformations chimiques ayant lieu dans une cellule. Et une enzyme métabolique, du coup, c'est une molécule qui favorise une transformation chimique du métabolisme. On va voir en fait tout ce que cela veut dire plus précisément à travers un exemple. La photosynthèse, c'est une voie métabolique, donc un processus qui est utilisé par un processus métabolique produisant du glucose à partir du CO2 et d'eau en utilisant de l'énergie lumineuse. L'autotrophie, quant à elle, ça correspond à un organisme ou une cellule capable d'utiliser des molécules minérales pour produire ses propres molécules organiques. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'organismes extérieurs pour survivre ou pour se nourrir, par opposition à l'hétérotrophie qui, lui, a besoin d'êtres vivants autour de lui pour subsister. Alors, on va voir aussi un autre phénomène qu'on appelle la respiration, qui est une voie métabolique dégradant totalement le glucose en CO2 en présence d'O2 afin de produire de l'énergie utilisable par la cellule. Voici du coup la formule chimique qui traduit la respiration. On voit qu'ici qu'on utilise du dioxygène et du glucose. Ça, c'est du glucose C6H12O6. Ce dioxygène et ce glucose va être transformé en CO2, en eau, mais surtout en énergie, ce qui est bénéfique pour notre cellule. Et c'est rendu possible grâce aux enzymes métaboliques que je viens d'expliquer ici. Et tout cela, ça se passe au sein de la mitochondrie, qui est en fait, comme je l'avais dit, un organite d'une cellule. L'organite, c'est l'élément cellulaire qui permet à la cellule de fonctionner en quelque sorte correctement, et du coup elle permet la respiration. C'est pour ça qu'on voit à partir de la seconde ce que c'est qu'une mitochondrie, parce que c'est très important pour connaître le fonctionnement de la respiration. Et aussi une dernière chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la photosynthèse c'est un peu l'inverse de la respiration. Pourquoi? Parce qu'on utilise du glucose à partir de CO2, alors qu'ici on utilise du glucose et on produit du CO2. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que du coup, ça voudrait dire que, par exemple, voilà, on aurait la photosynthèse, il y aurait du CO2 et de l'eau juste ici, et en retour, on aurait du dioxygène et du glucose juste là. Ce qui est du coup l'inverse de notre respiration. J'ai fait une petite synthèse de cours sur ce qu'on vient de voir et tout ce qui était métabolisme cellulaire. Je tiens à préciser tout d'abord que tout cela se passe dans une cellule végétale chlorophyllienne. Alors, l'énergie lumineuse va arriver et va être directement convertie en dioxygène et en glucose avec ce qu'on appelle l'effet de la photosynthèse qui se passe dans les chloroplastes bien sûr, donc, et aussi à l'aide de CO2 et d'H2O, donc de l'eau et du dioxyde de carbone. Ce glucose va être transporté dans les vacuoles qui sont des organites. Les organites, souvenez-vous, ce sont des éléments cellulaires qui assurent le bien-être de la cellule. Et ces vacuoles vont stocker ce glucose et aussi s'assurer de l'exportation de déchets que utilise la plante. Enfin, la cellule, du coup, en général. Aussi, j'avais oublié de préciser que la photosynthèse crée des enzymes métaboliques. Ces enzymes vont aller directement au noyau et ensuite vont
être mise à bien dans la respiration qui se passe dans les mitochondries. Euh, la respiration, du coup, nécessite ces enzymes métaboliques, du dioxygène, et sous forme de déchets, en quelque sorte, va ressortir de l'eau et du dioxyde de carbone, et bien sûr aussi de l'énergie qu'on appellera sous la forme d'ATP, mais il n'y a pas vraiment besoin de savoir pourquoi ça s'appelle ATP ou comment est-ce que ça se crée exactement. Vous devez juste savoir que les mitochondries, elles, créent de l'énergie, et cette énergie va être mise bien dans la plante, soit sous la forme de synthèse de différentes autres hormones, molécules, enzymes, etc., ou soit sous la forme du coup du travail, c'est-à-dire assurer le bien-être de la plante tout simplement. La biodiversité. Pour l'instant, je vais juste citer la définition de la biodiversité ainsi que les différentes échelles de la biodiversité. Donc la biodiversité, c'est en fait, tout comme l'indique son nom, c'est la diversité de la vie sur Terre sous toutes ses formes. Il y a différentes échelles de la biodiversité. La première échelle, c'est celle qui a le niveau le plus haut, c'est-à-dire la biosphère. La biosphère, en fait, ça compose toutes les espèces qu'il existe sur Terre. Puis on a l'échelle d'en dessous, donc c'est-à-dire dans les forêts, dans les villes, on parle d'écosystème. L'écosystème, c'est l'association entre le biotope et la biocénose, il me semble. La biocénose, c'est ce qu'on appelle les êtres vivants, et le biotope, c'est ce qu'on appelle les conditions de vie des êtres vivants. Alors, on a aussi du coup, enfin, tout en bas, les espèces. Une espèce, du coup, c'est juste différents individus dans une même espèce. Enfin, c'est la dernière échelle, du coup. Petit b, gènes, espèces et biodiversité intraspécifique. Et avant de commencer, je vais juste vous dire pourquoi est-ce qu'on fait ce chapitre. Enfin, cette sous-partie, c'est parce qu'on veut connaître pourquoi est-ce qu'est-ce qui cause en fait la biodiversité au sein d'une même espèce. C'est ce qu'on va voir. Alors, déjà, on a besoin de définir quelques termes. Qu'est-ce qu'une espèce? C'est une population dont les individus peuvent se reproduire entre eux et engendrer une descendance viable et féconde dans des conditions. Une population, quant à elle, c'est un ensemble d'individus d'une même espèce et occupant un même territoire et se reproduisant préférablement entre eux. Un phénotype, c'est un ensemble des caractéristiques observables d'un individu. Quant au gène, c'est une séquence d'ADN responsable d'un caractère héréditaire du phénotype. Un allèle, c'est différentes versions d'un gène à l'échelle d'une même population. Certains allèles d'un même gène peuvent être présents avec des fréquences différentes. C'est ce qu'on appelle la fréquence alléique. Vous ne pouvez pas voir, je vais juste vous baisser un peu. Voilà, c'est la fréquence alléique. Alors, à présent, les mutations, le concept de mutation, je vais juste un peu remonter la caméra, voilà. Le concept de mutation, c'est une modification de la séquence des nucléotides d'un gène apparaissant au cours des générations. Cette mutation se traduit en fait par, je ne sais pas si vous avez vu, alors si vous regardez la vidéo avant de commencer le chapitre ou après avoir commencé le chapitre, mais vous allez faire un TP dans lequel vous verrez que l'ADN peut se traduire par une séquence de lettres qui est en fait la séquence de nucléotides, donc A, B, A, D, bref, c'est une séquence de lettres, et cette séquence de lettres correspond par exemple à la couleur des yeux, imaginons. Mais disons que la couleur des yeux peut varier en fonction de différentes lettres, et si la séquence de lettres n'est pas exactement la même chez un autre individu, ça voudrait dire qu'on a eu une mutation et que par exemple, au lieu d'avoir des yeux bleus, on ait des yeux noirs par exemple, parce qu'on a juste une séquence de lettres dans notre ADN qui a changé, et c'est ce qu'on appelle du coup la mutation. Alors maintenant, passons au cours. Au sein de chaque espèce, la diversité des individus repose sur la variabilité de l'ADN, ce qui est assez logique. C'est la diversité génétique. En effet, différents allèles d'un même gène coexistent dans une même population. Ils sont issus de mutations qui se sont produites au cours de générations, et les individus d'une même espèce possèdent les mêmes gènes. Leurs différences sont liées à la diversité des allèles. On parle de biodiversité génétique. On peut appliquer notre exemple pour les humains, par exemple.
on a une grande diversité, biodiversité génétique, puisqu'en effet, nous ne sommes pas tous pareils. Il y a des gens qui ont des yeux bleus, des yeux noirs, des cheveux blonds, bruns, roux, etc., etc. Et c'est ce qui fait justement la, 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 c'est ce qui en fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer en fait sur la biodiversité génétique, c'est le fait que on ait un grand panel d'allèles qui nous permettent justement de nous diversifier. Les mécanismes de l'évolution. On va commencer par la définition de la dérive génétique. Qu'est-ce que la dérive génétique? Eh bien, c'est une modification aléatoire de la fréquence des allèles au sein d'une population au cours des générations successives. Alors, pourquoi est-ce que j'introduis cette notion? Eh bien, c'est pour justement introduire la prochaine notion qui est celle de la sélection naturelle qu'on avait vue l'année dernière. Mais prenons un exemple d'abord. Par exemple, les groupes sanguins. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas un groupe A, B ou O qu'on va mieux survivre. En effet, l'environnement ne va pas agir, d'où le fait que le groupe sanguin est aléatoire. Et c'est ce qu'explique exactement la définition de cette dérive génétique. En gros, quand il n'y a pas de risques qui sont mis en jeu, risques pour l'espèce en elle-même, eh bien, on va avoir un gène, ce gène en particulier va être aléatoire, donné aléatoirement. Donc, le groupe sanguin, par exemple, c'est pas nous qui choisissons A, B ou O, mais tout ça parce que ça ne nous bénéficie pas de choisir notre groupe sanguin, d'où le fait qu'on le choisit, enfin on ne le choisit pas du coup, c'est aléatoire. Cette dérive se produit de façon plus rapide lorsque l'effectif de la population est faible. Donc plus ta population est faible, plus cette dérive génétique s'opère rapidement. Et c'est ce que vous allez voir en TP. Elle va affecter donc la population génétique. Et du coup, je viens à mon prochain propos, qui est celui de la sélection naturelle. C'est un mécanisme où l'élimination naturelle des individus les moins aptes dans la lutte pour la vie, donc c'est-à-dire la survie, permet à l'espèce de se perfectionner de génération en génération. En TP, vous allez sûrement voir un TP sur ce qu'on appelle les phalènes de bouleau, qui en fait raconte le fait que les phalènes, il y a deux types de phalènes, les phalènes blanches et les phalènes noires. Les phalènes noires survivent mieux quand les arbres sont pollués, c'est-à-dire qu'ils sont noirs. Du coup, pourquoi? Parce qu'en fait, les phalènes noires peuvent se camoufler dans les arbres qui sont pollués puisqu'ils sont noirs, les écorces sont noires. Et du coup, ils survivent mieux puisqu'ils ont un camouflage qui leur permet d'échapper aux prédateurs, c'est-à-dire les oiseaux. Et les phalènes blanches, à l'inverse, elles vont mourir rapidement et du coup les phalènes noires vont plus se reproduire entre elles et donc du coup vont créer des phalènes noires et ainsi de suite. Ce qui fait que du coup à la fin on se retrouvera qu'avec des phalènes noires qui s'adaptent en fait à leur environnement. Les variations héréditaires vont affecter positivement ou négativement la survie et la reproduction dépendamment de l'environnement et vont vivre plus longtemps et laisser plus de descendants possédant possédant eux aussi ces variations. Après plusieurs générations, ces variations favorables vont se retrouver chez tous les individus de la population. La spéciation. On va commencer par la définition de la spéciation. C'est un processus évolutif par lequel de nouvelles espèces vivantes se forment à partir d'ancêtres communs. Et c'est comme ça qu'on a l'aboutissement ou la naissance de nouvelles espèces. Et j'ai ici un petit schéma pour expliquer la spéciation. Donc, on a, imaginons, une espèce A, qu'on ne donne pas de prénom, hein, mais juste l'espèce A. Cette espèce va à deux types de populations, donc la population A1 et la population A2. Ces populations, pour des raisons qu'on ne connaît pas, auront des échanges réduits. C'est-à-dire qu'ils vont peu communiquer ou ils vont peu s'interagir, soit pour des raisons géographiques, souvent pour des raisons géographiques. Et les populations vont faire de leur côté, vont se reproduire de leur côté.
on aura du coup l'aboutissement d'une population B1 et d'une population B2, où il y aura ce qu'on appelle des barrières géographiques ou comportementales, c'est-à-dire génétiques. Et du coup, un plus grand écart va se former entre les deux populations. Et à la fin, on aura l'aboutissement d'une espèce B1 et d'une espèce B2. C'est donc l'isolement reproducteur ou génétique, c'est-à-dire que les deux espèces ne peuvent plus se reproduire entre eux, et donc le croisement est impossible. En tout, il y a donc 3 espèces différentes, c'est-à-dire l'espèce A, qui est au tout début, l'espèce B1, juste ici, et l'espèce B2, juste là. Et tout cela se passe au fil du temps, donc c'est-à-dire de génération en génération. Toutes les populations se séparent en sous-populations, comme on l'avait vu avant, au cours du temps, à cause de facteurs environnementaux, donc soit c'est souvent par la séparation géographique, ou alors génétique. Les mutations conduisent à des incompatibilités et des dérives. Cette séparation est à l'origine donc de la spéciation. Un exemple très commun, c'est les fourmis, qui sont un exemple de la spéciation. Pourquoi? Parce que souvent, les fourmis, certaines espèces de fourmis créent tellement d'effectifs et ont souvent plusieurs reines que les plusieurs reines vont s'installer dans plusieurs territoires et vont les coloniser. Et au fil du temps qu'on avance, certaines reines auront oublié qu'ils viendront de la reine mère, qu'on appelle la reine mère, et donc du coup vont complètement oublier qu'ils sont de la même espèce et vont parfois se faire la guerre, ce qui est assez commun. Mais aussi le pouillot, qui est un oiseau, pour des raisons génétiques, si le pouillot s'éloigne les deux populations de pouillots s'éloignent, on observe que les chants d'oiseaux sont souvent différents dans la population A que dans la population B, ce qui signifie qu'ils ne peuvent plus du tout communiquer entre eux, et donc cela aboutit à une séparation des espèces. Le dernier point, ça va être la communication intraspécifique. On va voir 2 exemples. La communication chez les aplysies. Je vais mettre une image juste là, je pense, quelque part par là, pour vous montrer ce que c'est une aplysie, ou un aplysie, je ne sais pas trop ce que c'est. Les aplysies en ponte, émettent dans l'eau un message chimique qui, une fois reçu par un individu, déclenche un comportement d'attraction vers l'individu émetteur du message. Ce message chimique est une phéromone nommée attractine. La phéromone permet d'attirer les individus et de déclencher les comportements reproducteurs. Voici du coup un schéma qui résume à peu près ce que je viens de dire. Donc ici, on remarque notre organisme émetteur, notre aplysie émetteur, et il envoie un message à une aplysie réceptrice ou un aplysie récepteur, ce qui ordonne du coup la modification du comportement, c'est-à-dire une facilitation de la reproduction sexuelle chez l'individu. Alors, maintenant, la communication chez les propithèques. Les propithèques qui repèrent le prédateur émettent un message sonore vers les congénères. La réception de ce message chez les individus permet de déclencher un comportement de fuite face au risque de prédation. C'est donc là 2 cas différents, parce que ceci, c'est un cas de reproduction et celui-ci, c'est un cas de défense. Donc ici, un schéma pour résumer ce que c'est. C'est du coup le stimulus. Il y a donc un stimulus, c'est-à-dire la présence d'un prédateur qui va donc être alerté par l'organisme émetteur. L'organisme émetteur envoie un message sonore à l'organisme récepteur et cela va donc entraîner la fuite logiquement. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'était celui de la sélection sexuelle. Donc on va voir ça maintenant. La communication intraspécifique joue un rôle important dans des fonctions essentielles comme la nutrition, la défense ou la reproduction. Elle intervient dans un cas particulier de sélection naturelle que l'on appelle la sélection sexuelle.
celle-ci permet le rapprochement des sexes par des systèmes d'attirance ou de compétition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, parfois, il se peut que la femelle d'une population soit en sous-population, c'est-à-dire qu'elle est trop... l'effectif de femelles est trop faible. Et il se peut que du coup, les mâles aient à se battre pour justement se reproduire avec la femelle, ce qui est le cas parfois d'oiseaux. Chez les oiseaux, c'est assez commun. On les repère par compétition, donc c'est-à-dire parfois les mâles ont des couleurs, un plumage très coloré pour attirer la femelle, ou alors doit faire une danse pour attirer justement la femelle et la convaincre de se reproduire avec elle, ou alors chez par exemple les scarabées ou chez certains insectes où les mâles doivent se battre pour se reproduire avec la femelle. Du coup, on a introduit la notion de dimorphisme sexuel. C'est la différence morphologique marquée entre le mâle et la femelle au sein d'une espèce. Cette différence se manifeste au niveau des caractères sexuels secondaires. Donc, qu'est-ce qu'un caractère sexuel secondaire? C'est, je t'explique dans la vidéo sur la reproduction sexuelle, je crois que je la mettrai ici. Et en fait, chez les animaux en général, ce sont des caractères qui favorisent la reproduction ou alors qui permettent la reproduction sexuelle et qui apparaissent seulement après la naissance, alors que les caractères sexuels primaires apparaissent avant la naissance avant la naissance. Mais donc du coup, cela peut se traduire par la taille des mandibules, donc chez les insectes comme je l'avais dit avant, ou du corps par exemple, et aussi sous forme de couleur, donc par exemple la couleur du plumage d'un oiseau, comme je l'avais expliqué précédemment. C'est la fin de cette vidéo de science, vie et terre. J'espère que vous aurez apprécié et que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner si ça vous a plu et je vous verrai pour de nouvelles vidéos.